L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et ce soir mon invité Michel Laugier, le sénateur des Yvelines. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Michel Laugier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né le 11 juillet 1956 à Aix-en-Provence, journaliste de formation. Vous entrez en politique en 2001 comme chef de cabinet de Nicolas About, le maire de Montigny-le-Bretonneux. Puis vous êtes élu, d'abord comme premier adjoint, puis comme maire à partir de 2004 de cette même ville. Vous avez également été conseiller départemental, vous l'êtes toujours, et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Mais en septembre dernier, vous êtes élu sénateur et touché par la loi sur le non-cumul des mandats. Vous quittez vos fonctions de maire de Montigny et de président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors je le disais à l'instant, Michel Laugier, vous avez été obligé, à cause du cumul des mandats, de quitter vos deux fonctions et de devenir sénateur, de n'être que sénateur. Ça a été difficile de faire ce choix ? Bien sûr que c'est difficile. Surtout quand on fait les choses avec passion, comme j'ai toujours fait. C'est vrai que ça a été un crève-cœur de laisser tomber des fonctions qui sont prenantes, intéressantes, où vous avez beaucoup de pouvoir, où finalement j'ai fait aussi avancer beaucoup de choses. Simplement, la loi est là, il faut l'appliquer, et puis je ne quittais pas ça comme ça sur un coup de tête, puisque j'ai cette possibilité aujourd'hui avoir un mandat de parlementaire, donc avoir finalement un autre regard sur la vie politique avec beaucoup plus de recul que ce que j'avais jusqu'à présent. Petite correction, je suis entré en politique comme élu en 2001, mais j'ai commencé bien avant puisque j'étais directeur de Nicolas About, mon prédécesseur, à partir de 1987. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez que... Faites bien de le préciser. Voilà, j'ai précisé pour vous dire aussi quand même que je suis implanté sur le territoire oui. Depuis très longtemps. Alors, côté mairie de Montigny, c'est votre adjoint à la sécurité qui a pris la mairie. Il vient vous voir un petit peu, vous gardez un petit œil sur la mairie. Il y a des fois des conseils qui passent ou vous laissez vraiment maintenant la mairie faire... travailler tout seul? Alors vous savez, quand je fais un choix, quand je prends une décision, je vais jusqu'au bout. Si j'ai voulu continuer à gérer les affaires de la ville, je serais resté maire de Montigny. Non, mais comme vous dites, avec l'expérience, on peut venir... Oui, mais à partir du moment où je fais un choix, je leur laisse l'entière responsabilité, même si, bien sûr, je suis toujours à l'écoute, attentif, et je réponds toujours avec beaucoup de plaisir aux sollicitations que je peux avoir sur Montigny. Et quand le maire me demande quelques conseils, je le fais bien sûr avec aussi beaucoup de plaisir parce que je suis toujours habitant de Montigny et je suis très attaché à cette ville. Alors du côté de l'agglo, c'est Jean-Michel Fourgousse qui a pris le poste de président. Son arrivée a été un petit peu mouvementée. Elle a suscité, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais au départ un peu de méfiance. Ça vous a surpris? Ça vous fait un petit peu peur par rapport à l'avenir de l'agglo? Non, vous savez, les choses sur le moment, il y a toujours quelques voix qu'on peut entendre qui ne sont pas toujours favorables. Ça a été le cas lorsque j'ai été élu président la première fois. Vous savez, quand vous arrivez pour une alternance politique, au début, il y a des doutes, il y a certaines suppositions. En fait, après, les choses, vous savez, rentrent vite dans leur rang. Et je crois que ce qui compte après, c'est l'efficacité. Les paroles, c'est bien. Les promesses, on peut toujours en faire. Ce qui compte après, c'est le résultat. Et je compte sur, là aussi, toute l'équipe politique de Saint-Quentin-en-Yvelines pour continuer le travail qui a été entrepris, que j'ai pu mettre sur les rails, parce que je vous rappelle que j'étais président dans le cadre d'une alternance politique, et ensuite j'ai aussi géré l'extension de l'agglomération, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Voilà, et puis avant de partir, les intérêts communautaires avaient été votés, donc je pense qu'aujourd'hui, le travail le plus compliqué a été réalisé, maintenant, qui mettent en place tout ce qui doit être mis en place pour que Saint-Quentin reste toujours cette agglomération très dynamique. Alors maintenant, je le disais, vous êtes sénateur. Est-ce que c'est différent d'avoir des mandats locaux et d'avoir ce mandat national? Est-ce qu'on fait de la politique différemment? Qu'est-ce que vous avez appris depuis 6-8 mois là? Non, depuis 6 mois, ça fait que 3 mois déjà que je siège au Sénat. Mais simplement, moi, ce que je regrette, c'est justement cette loi sur le non-cumul. Ouais. Parce que je crois qu'on peut être très efficace si on a toujours un pied dans le local. Et finalement, c'est une loi qui n'est pas allée jusqu'au bout. Pour moi, elle est très populiste, puisqu'on a fait penser
à la population française que les élus ne pouvaient pas tout faire à la fois, ils ne pouvaient pas cumuler et une fonction de maire et une responsabilité de parlementaire. Donc là, tout le monde a dit, ils ne peuvent pas tout faire. Très bien, sauf que la loi n'interdit pas aujourd'hui aux parlementaires d'être médecin, d'être dentiste, d'être courtier en assurance, de diriger un hypermarché. Donc là, ça peut se faire. Et en plus, on peut aussi cumuler les revenus financiers, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est élu, lorsqu'on cumule, à un moment donné, on est écrété. Donc voilà, donc je veux dire que là, le côté populiste me gêne un petit peu. Par contre, pour revenir au début de votre question, effectivement, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est-à-dire que là, j'ai du temps, je ne suis pas dans la réalité du quotidien, je ne suis pas dans l'immédiateté. On a connu des épisodes neigeux, là, ces jours derniers. On va en reparler, eh bien, ben là, j'avais plus à me soucier si les voies étaient dégagées, parce que là, c'était vraiment de ma responsabilité et de maire et de président de cette agglomération. Et donc là, ben aujourd'hui, j'ai ce recul. Mais par contre, pour aborder les sujets, eh bien, l'expérience qui a été la mienne au niveau local est vraiment tout à fait intéressante. Alors je reviens sur ce changement que désire le président Macron au niveau des institutions. Il veut supprimer le nombre, enfin en tout cas baisser bien largement le nombre de parlementaires. Il veut simplifier tout ça. Voilà, vous en pensez quoi par exemple ? Est-ce que vous êtes trop nombreux ? Alors, on est trop nombreux. Moi, je suis aujourd'hui au Sénat, il y a 348 sénateurs. Je vous rappelle déjà que le nombre de sénateurs avait évolué lorsque le président Mitterrand a voulu passer les actions législatives à la proportionnelle. Donc, conclusion, il a fallu augmenter le nombre de députés et par conséquent le nombre de sénateurs. Donc aujourd'hui, on fait machine arrière, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on peut fonctionner avec beaucoup moins de parlementaires. La seule chose après, c'est qu'il faut qu'on fasse bien attention. Nous sommes ici en région parisienne, dans des territoires très urbains. Il faut faire attention que le monde rural ne soit pas sous-représenté. Parce que la France, c'est ça aussi. C'est la France de la ruralité, avec des problèmes spécifiques. Et il ne faut pas que ce soit, j'allais dire, les élus des villes qui décident pour les élus du monde rural. Donc, je pense que là-dessus, on est plutôt d'accord. Et c'est vrai qu'on va se diriger vers un congrès qui aura lieu soit en juillet, mais plus vraisemblablement au mois de septembre, et qui va effectivement réduire le nombre de parlementaires et de réduire de manière significative. D'après les projections, d'après les négociations qui sont les nôtres, aujourd'hui on passerait par exemple de 6 sénateurs dans les Yvelines à 4 et de 12 députés à 6. Là, ça sera beaucoup plus difficile. Concrètement, comment ça va se passer de 6 à 4 ? Comment on passe de 6 à 4 alors que vous avez été élu ? Comment est-ce qu'on fait ? On refait une nouvelle élection ? Mais non, ça s'appliquera pour le renouvellement suivant. Comme je vous rappelle quand même que la loi sur le non-cumul avait été votée déjà il y a un petit moment, mais elle s'est appliquée qu'aux dernières élections législatives et sénatoriales. Une des premières choses aussi qu'a fait le président Macron, c'est cette transparence de la vie politique. Il l'a fait dès l'été. C'était un besoin. Est-ce qu'après tout ce qui s'est passé pendant la campagne électorale et même depuis des mois et des années, est-ce que vraiment il y avait besoin de cette transparence ? Est-ce que c'était une volonté aussi des électeurs et des Français ? Alors je ne sais pas si c'est une volonté des électeurs ou alors en tous les cas c'est une mauvaise information des électeurs et des Français. Parce que les élus, on est déjà soumis depuis longtemps à nos déclarations de patrimoine, de revenus. Vous savez, vous vous mettez à nu après chaque élection. Donc moi, j'ai eu un certain nombre de mandats. Je peux vous dire que j'ai fait de nombreuses déclarations et je devais déclarer jusqu'au moindre centime sur le compte courant familial, etc. Donc c'était déjà le cas. Donc là, je pense que je reprends une expression du président, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin. Et puis, puisqu'on a voulu tout mettre sur le tapis, il aurait mieux fait aussi de regarder ce qui se passait aussi dans la vie privée de ses ministres. Le message est passé. La droite a frisé le grand chelem dans les Yvelines, en tout cas au niveau sénatorial. Au niveau législatif, par contre, elle a perdu beaucoup. Est-ce que, d'abord au niveau local et puis vous me direz ensuite au niveau national, est-ce que la droite a encore du poids ? Est-ce que c'est encore elle qui est vraiment l'opposition au président Macron ? Alors déjà, on ne peut pas comparer deux élections qui ne sont pas les mêmes, puisque ce ne sont pas les mêmes électeurs. Je vous rappelle que le collège électoral des sénatoriales était issu finalement du résultat des élections municipales de 2014, départementales de 2015 et régionales de 2016. Donc déjà, c'était quelque chose qui était constitué. Ensuite, l'élection législative,
Vous savez, avec le quinquennat, aujourd'hui les choses sont simples. La France donne au président qu'elle a élu la majorité quelques semaines après. Ça a été le cas avec le président Sarkozy, ça a été le cas avec Hollande, et c'est le cas aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Donc les choses sont là. Alors après, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans un système qui est un peu plus complexe aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques et qui sont en fin de course, tout simplement. Ceux qui briguaient le poste de président de la République, aujourd'hui, comme ils ont échoué, ils laissent la place à d'autres. Donc il faut qu'il y ait... Du coup, leur parti, c'est lui-même... Il faut qu'il y ait un renouvellement. renforcé. Il faut qu'il y ait un renouvellement qui se passe. Vous savez, moi, je ne suis pas de ceux qui... en tous les cas, je me rappelle toujours à ceux qui disent que les Français voulaient un changement. Les Français, non. On leur a imposé un changement. Parce que les Français, si on les avait écoutés, et s'il y avait eu des candidats à la présidentielle qui soient tous complètement honnêtes et qui fassent une vraie campagne, peut-être que les résultats n'auraient pas été les mêmes. Rappelez-vous... c'est un non-choix pour vous, donc ils n'ont pas eu le choix face à Emmanuel Macron. Mais je pense à Emmanuel Macron, je pense par exemple à François Fillon, avec tout ce qu'il avait sur le dos. Il lui a manqué 400 000 voix pour être qualifié pour le second tour. Donc on arrête de dire que les Français voulaient un changement. Vous voyez, donc non, ça s'est fait. Après, vous aviez le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc je veux dire, le choix est vite fait. Et après, avec le système du quinquennat, bien sûr, les Français ont donné une majorité au président. Et le président, qui se trouve plutôt bien, il est jeune, il est dynamique, il a de bonnes idées. Mais parce que pour le moment, vous vivez sur cette dynamique-là. On verra après comment les choses vont se faire. Pour l'instant, les sondages commencent à lui être plutôt, depuis un petit moment d'ailleurs, assez défavorables. Il y a peut-être justement un regret des gens ou une... Je ne sais pas si c'est un regret des gens, mais vous savez, on est tous pareils. Au départ, c'est bien, tout nouveau, tout beau. Et puis après, lorsqu'on voit ce qu'il faut payer, on se rend compte que c'est plus du tout la même chose. Regardez, on nous bassine là depuis le début du mandat qu'il n'y aura plus de nouveaux impôts. Ah, c'est vrai, il n'y a plus de nouveaux impôts, mais il y a de nouvelles taxes. Donc, je veux dire, finalement, ce qu'on voit à la fin, c'est que ce sont toujours les mêmes qui vont payer. Regardez, là, on vous parle de la suppression de la taxe d'habitation, qui sera compensée auprès des communes. On vous a dit, ça coûte 9 milliards. Il y a là une étude qui a été faite par des spécialistes, une commission qui a été mise en place et présidée par le sénateur En Marche, d'ailleurs, Alain Richard, ancien ministre socialiste. Aujourd'hui, les chiffres, c'est au-delà de 20 milliards. Donc, qu'on arrête de nous faire croire qu'on va trouver comme ça les 20 milliards quelque part. Donc, on nous annonce donc la suppression de la taxe d'habitation. Parallèlement, depuis le début de l'année, vous avez eu l'augmentation de l'essence, vous avez eu l'augmentation de la CSG, l'augmentation du forfait hospitalier. Aujourd'hui, c'est pareil. Ce que l'État ne veut plus faire, il le transmet aux collectivités. Donc là, maintenant, il y a une nouvelle taxe qui arrive sur les habitants, c'est la loi GEMAPI, donc pour le traitement de l'eau, vous savez, les inondations, etc. Donc là, c'est pareil, ce sont les habitants qui vont payer quelque chose de nouveau. Et là, c'est sympa parce que l'État n'a plus à le faire, donc il fait faire par les collectivités, ce qui est un petit peu dommage. Et puis, sans parler de toutes les autres taxes que vous allez découvrir aujourd'hui. Vous savez, il y a la taxe abri de jardin. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ce sont toutes les constructions que vous allez faire en plus chez vous. Vous savez, quand vous allez agrandir votre garage, votre abri bois, votre cabane au fond du jardin, on sera taxé. Pas celle de Francis Cabrel, vous voyez. Donc, là, vous serez aussi taxé. Mais on l'était déjà, mais là, vous allez avoir une augmentation très significative. Donc, vous avez des taxes partout. Alors, vous voyez, c'est sûr qu'il n'y aura plus de nouvel impôt, mais il y a de nouvelles taxes. Donc, vous faites partie de ces gens qui pensent qu'effectivement, il ne va pas vers les populations qui ont du mal, mais plutôt de faire profiter ceux qui ont déjà de l'argent ? Moi, je suis quelqu'un qui laisse quand même sa chance à personne. Simplement, je suis là aussi pour juger. Mon rôle de parlementaire aussi, c'est de contrôler le gouvernement. Voilà, donc moi je suis là pour écouter ce qui se fait de bien. Les ordonnances sur la simplification dans le monde économique, c'est très positif. C'était très positif, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, la réforme il y a un ministre aujourd'hui qui s'appelle M. Blanquer à l'Éducation nationale, c'est très bien. Là, on vient de voter la loi aussi sur l'orientation des étudiants avec la ministre Frédérique Vidal. Ce sont des vrais professionnels qui ont de bonnes propositions, qui font avancer les choses. Donc, vous savez, au Sénat, nous, on est là pour accompagner ce qui est bien.
on n'est pas dans l'opposition systématique. Absolument pas. Et d'ailleurs, Gérard Larcher est le premier à le dire. On est là aussi pour reconstruire les choses. Et lorsque c'est bien, on le votera. Donc voilà. Donc aujourd'hui, regardons ce qui se fait. Mais je pense qu'il est temps que chacun réalise bien ce qui se passe et qu'il y a la période euphorique de la préélection et après on entre dans le hard maintenant. Dans le dur, voilà, c'est ça. Voilà, on entre dans le hard, on l'a eu avec Notre-Dame-des-Landes, on l'a eu avec plein de choses. Les décisions ne sont pas simples à prendre. Alors justement, question financière, on a vu Didier Migaud, qui est donc le président de la Cour des comptes, qui a dévoilé son rapport. Qui est venu le présenter au Sénat. J'allais vous le dire, il est venu présenter chez vous, voilà. C'est pas comme souvent, comme depuis très longtemps, c'est pas très positif. Et il le dit, il le redit, la France est pas très bien gérée, on a un problème avec l'argent public, il faut faire des économies. Alors que faire si ce que fait le président ne va pas forcément dans le bon sens? Quelles sont les propositions qu'il pourrait y avoir? Attendez, je crois qu'il faut que tout le monde soit bien conscient que le pays ne se porte pas aussi bien que ça. Sauf qu'on a tous l'espoir que la relance économique arrive. Et à partir, donc ça viendra de l'extérieur, à partir du moment où vous avez la relance économique, d'un coup, vous avez quelque chose de superbe. Non, je veux dire, il y a des réformes à faire. Et on n'a pas fait les réformes qu'il fallait jusqu'à présent dans ce pays. Regardez, le président est arrivé en disant on va réduire la dépense publique. Sur le budget 2018, il n'y a pas de réduction de la dépense publique. Le président aussi est arrivé à dire on va supprimer 120 000 postes, 162 000 postes de fonctionnaires. Dans le budget 2018, il y en a 1200. Donc, je veux dire, on est loin du compte. Et si on va à ce rythme-là, ça veut dire que la dernière année, alors, ça sera catastrophique. Le vrai problème en France aujourd'hui, c'est qu'on a des besoins partout. Et chacun regarde midi à sa porte, comme on dit. Regardez aujourd'hui, il nous manque des policiers. On fait comment? Il nous manque des enseignants. On fait comment? Il nous manque aussi beaucoup de personnes dans les tribunaux. Et là, chacun, il va... des postes importants. Hein. Oui, des postes importants pour que le pays fonctionne bien, pour établir une certaine équité aussi. Je veux dire, on a besoin de justice. Et puis, aujourd'hui, dès qu'on touche à son secteur, ça y est, c'est fini. Mais je crois la France n'est pas réformable, c'est ça que vous me dites? Si, elle est réformable, si on veut aller, mais qu'on arrête aussi, je vais dire, d'aller vers d'autres, de faire mousser certains problèmes qui n'en sont pas. Je veux dire, est-ce que la priorité, c'est de réduire la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales? Franchement, entre nous, alors, on parle beaucoup de ça, et pendant ce temps, on attend toujours les bonnes mesures qu'il faut prendre. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cette hebdo politique où je reçois ce soir Michel Laugier, sénateur des Yvelines. Alors, vous le disiez, vous ne en occupiez pas, mais vous avez quand même été touché, j'imagine, comme tout le monde. On a eu un épisode neigeux il y a quelques jours, et puis il y a aussi les crues quelques temps avant. Est-ce que le département, dont vous faites encore partie, est-ce que la région Île-de-France a bien géré ces épisodes? Alors, visiblement, non. C'est ce que disent les gens qui ont été bloqués, en tout cas. Visiblement, non. Ce sont les gens qui ont été bloqués. Non, le vrai problème aujourd'hui, c'est que il faut jamais... j'en ai un petit peu marre aussi que chacun renvoie la responsabilité vers les autres. L'épisode des Jeux, il était bien sûr prévisible, puisqu'on nous l'a annoncé, etc. Mais est-ce que beaucoup de personnes, à ce moment-là, ont dit j'y vais en transport en commun? Visiblement, non, puisque sur les routes, il y avait beaucoup de monde. Est-ce que les personnes qui ont voulu aller à leur travail en voiture ont bien équipé leur véhicule de pneus neige? Non. Donc, je veux dire, on ne peut pas toujours demander aux autres si déjà on ne fait pas l'effort soi-même. C'est un peu pareil quand on vous dit oh là là, telle rue, telle avenue, dans telle ville n'a pas été entretenue, etc. Il y a de la neige et tout. Est-ce que les propriétaires ont dégagé leur trottoir devant chez eux? C'est non. Donc, je veux dire, on est toujours là, on se regarde tous. Et c'est vrai que c'est très compliqué lorsque la neige commence à tomber au moment de la sortie des bureaux. Comment voulez-vous que les chasse-neige puissent passer? Puisqu'il y a des véhicules partout. Donc on en arrive aujourd'hui à certaines aberrations. Donc il faudrait, par exemple, ce matin, on m'a encore expliqué, vous voyez qu'avant, il y avait des engins pour aller saler, il y avait des engins qui étaient à disposition près de Guise de Saclay. Je ne sais pas pourquoi. Donc on a trouvé un autre site beaucoup plus éloigné, et c'est comme ça qu'ensuite les saleuses n'ont pas pu intervenir tout de suite. Donc vous voyez, il y a des phénomènes. Pourquoi? Parce que il y a eu quelques années où il n'a pas neigé, donc du coup c'est très loin. Simplement, on n'est pas. Alors on nous dit oui, mais
en Russie, au Canada, comment ils font. Oui, mais eux, ils ont de la neige tout le temps. Pas comparable, bien sûr. Rappelez-vous, ça va être en 2009, lorsqu'il y a eu de très fortes chutes de neige, même dans le sud de la France, François Fillon, qui était Premier ministre, ça n'était pris à Jean-Claude Gaudin, qui n'avait pas bien réagi. Et Jean-Claude Gaudin avait dit, mais attendez, si j'achète des chasse-neige à Marseille, que va penser la population, tout simplement. Ça passera pas en conseil municipal. Ça ne pourra pas passer. Oui, donc je veux dire, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être anticipées, mais après, il y a des moments où il faut que chacun fasse l'effort. S'il y a toujours autant de voitures... écoutez, moi, j'étais sur Paris, j'ai vu plein de personnes qui essayaient de rentrer chez elles en scooter. Pourtant, je veux dire, la chaussée était pleine de neige et les personnes ne voulaient rentrer en scooter. Alors après, c'est vrai que dès qu'il y a 2 cm de neige, les transports, enfin, du moins les bus sont arrêtés. J'en ai aussi été victime, puisque moi, rentrant de Paris, je suis arrivé à la gare de Montigny et j'ai terminé à pied. Écoutez, c'est bien, ça fait bien aussi, parce qu'on prend l'air de Montigny, qui est plutôt bon. Je reste sur le côté départemental, mais complètement différent. Il y a un rapprochement là qui s'annonce entre les Yvelines et 92. Certains le craignent. Est-ce que vous les comprenez ? Est-ce qu'on doit craindre, notamment ils disent que les Hauts-de-Seine avalent les Yvelines ? Alors, moi je ne vois pas ça de cette façon-là. Moi je vois ça d'une autre manière, et en fait c'est ce qui est en train d'être regardé aujourd'hui, et on attend la décision du président de la République. C'est savoir si la métropole de Paris sera limitée à Paris et la première couronne, ou plus loin. Donc, vous savez très bien qu'à partir du moment où la métropole de Paris couvre la totalité de la région Île-de-France, moi je suis largement favorable à cette situation, et là-dessus, il n'y aurait plus aucun problème. La vraie difficulté, c'est que si on fait une région Île-de-France à 2 vitesses, ça veut dire que le département d'Yvelines n'existera plus. Et tous les moyens seront mis sur la métropole pour faire réussir cette métropole. Encore faut-il aussi savoir qu'il y a aussi un scénario qui voudrait que la métropole soit composée de Paris, des départements de la première couronne, mais aussi de Roissy, du site aéroportuaire de Roissy, pareil sur Orly, tout le plateau de Saclay, Vélizy, et peut-être aussi la bonne partie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, ce qui veut dire que toute la richesse serait concentrée sur une seule partie du territoire et qu'on laisserait aux autres des bribes. Donc c'était en tous les cas la volonté de Pierre Bédier, c'est-à-dire de sauver le département des Yvelines. Du conseil départemental. Exactement, et essayer à ce moment-là de faire en sorte de trouver une solution qui serait un contre-feu à ce que voudrait faire le gouvernement. Donc aujourd'hui, il y a déjà de la mutualisation qui est faite entre les 2 départements, mais ça c'est plutôt intelligent. Par contre après, la vraie question, c'est pas la fusion entre les départements, c'est savoir quel périmètre va composer la future métropole. On est en train de vivre en ce moment les Jeux Olympiques d'hiver. Alors depuis qu'on sait que Paris organise les Jeux Olympiques d'été, on les regarde un peu différemment. Vous au Sénat, vous réfléchissez déjà à l'organisation de ces Jeux Olympiques. Et les Yvelines vont avoir une part importante. Alors, non seulement on y réfléchit, mais c'est plus que ça, puisque nous avons aussi voté. Vous avez une loi aujourd'hui, loi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est finalement essayer de mettre dans la loi les engagements que Paris, la France et les autres collectivités ont pris dans le cadre de la candidature au JO 2024. Donc on est vraiment aujourd'hui dans le concret, faciliter les choses, que tout soit bien cadré, sur l'utilisation des mots, sur aussi la possibilité de faire une promotion des JO, etc., etc. Donc tout ceci, c'est une loi qui a été d'ailleurs adoptée au Sénat comme à l'Assemblée. Donc vous voyez, là-dessus, il y aura aucun souci. Donc on y travaille. Alors après, moi aujourd'hui, la vraie interrogation que j'ai, elle n'est pas sportive. Parce que sur Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, on n'a pas de souci. Le golf existe déjà. En plus, nous allons faire voir au monde entier de quoi nous sommes capables avec la Ryder Cup au mois de septembre. Nous avons le vélodrome. On a déjà prouvé qu'on savait organiser les plus grandes compétitions mondiales. Il y aura le BMX, il y aura le VTT sur la colline à Elancourt. Il y aura aussi une épreuve de épée, escrime, dans le vélodrome dans le cadre du pentathlon. Eh bien, nous déjà, on est prêts. Sauf que quand le CEO est venu visiter les installations,
on a fait miroiter au CIO que les sites seraient accessibles par les transports en commun, et notamment par la ligne 18. Voilà, donc aujourd'hui, la vraie question que j'ai posée encore, puisque j'ai été, moi, le rapporteur pour mon groupe de cette loi sur les JO, et j'ai interpellé la ministre, encore une fois, sur les transports dans le cadre des JO, et notamment sur la ligne 18, qui vraiment impacte très fort notre territoire. Et qui pourrait être retardé, ou c'est ça qu'on annonce et que vous craignez, vous et d'autres élus du département. Moi, c'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Je trouve que, franchement, sur les Yvelines, et en général, et sur Saint-Quentin en particulier, nous avons été à la hauteur de tous les engagements vis-à-vis de l'État. Nous avons construit beaucoup de logements. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 35-40 ans, il n'y avait que des villages sur le territoire de Saint-Quentin. Aujourd'hui, ce ne sont que des villes dont nous avons construit beaucoup. Nous avons fait le deuxième pôle économique de l'Île-de-France après la Défense, dont je pense avons, nous, rempli toutes nos obligations vis-à-vis de l'État, puisque nous étions dans une opération d'intérêt national. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les infrastructures que l'État doit nous construire, qu'elles soient routières ou ferroviaires, et dont la ligne 18 en fait partie. Mais, vous savez, moi, j'ai toujours peur, quand on retarde quelque chose, qu'ensuite ça ne se fasse pas. Voilà. Et ma crainte, c'est que la ligne 18 soit pour Saint-Quentin Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler avec vous et avec d'autres, j'imagine. Merci Michel Laugier d'avoir été notre invité Merci à vous. Ce soir. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast et vidéo sur notre site internet. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.